Alors, tandis que ça se calme tranquillement et je crois apercevoir la foule se déplacer vers moi, alors je vais en profiter d'abord et avant tout pour remercier chacune et chacun d'entre vous d'être ici présents ce soir pour ce lancement du deuxième livre de Simon-Pierre Savard-Tremblay, intitulé « L'État succursale ou la démission politique du Québec ». Alors, avant de passer, dis-je, aux allocutions de l'auteur et les présentations des autres, j'aimerais remercier certains dignitaires d'être avec nous ce soir. Alors, pour commencer, nous avons parmi nous l'immense plaisir de recevoir M. Bernard Landry, qui, faut-il le rappeler, a été premier ministre du Québec de 2001 à 2003. M. Gilles Duceppe, vous pouvez l'applaudir. Alors, M. Duceppe, qui également se passe de présentation, mais néanmoins a été chef du Bloc québécois, n'est-ce pas, de 1997 à 2011, ainsi qu'en 2015. Nous avons également Mme Martine Ouellette. Alors, Mme Ouellette, députée de Vachon à l'Assemblée nationale. Un peu plus tard se joindra à nous M. Mario Beaulieu, député de l'Ouest, député de la Pointe-de-l'Île à la Chambre des communes. Nous avons également parmi nous d'anciens élus, dont M. Rémy Trudel. M. Rémy Trudel, qui a été ministre dans les gouvernements de Lucien Bouchard et de Bernard Landry. M. Yves Michaud. M. Michaud, qui a été député de Loin de 1966 à 1970 à l'Assemblée nationale et qui a été en plus, délégué général du Québec à Paris de 1979 à 1984. Je vais ensuite passer un petit peu plus vite, si vous me le permettez. Alors, M. Gilbert Paquette, qui a été ministre dans le gouvernement de René Lévesque. M. Robert Dean, ministre dans les gouvernements de René Lévesque et de Pierre-Marc Johnson. Richard Lehire, ministre dans le gouvernement de Jacques Parizeau. M. Pierre Paquette, député de Joliette à la Chambre des communes de 2000 à 2011. Madame Hélène Leblanc, députée de la Salle-et-Mar à la Chambre des communes de 2011 à 2015. Madame Marie Grégoire, députée de Berthier à l'Assemblée nationale de 2002 à 2003. Monsieur Claude Trudel, qui devait se joindre à nous, je ne l'ai pas encore aperçu malheureusement, mais c'est un peu petit, peut-être que je l'ai pas vu. Bref, Claude Trudel, député de Bourget à l'Assemblée nationale de 1985 à 1989 et maire de Verdun de 2005 à 2012. Je connais bien Claude, je ne me serais pas permis cette remarque-là autrement. Monsieur Michel Leduc, député de Fabre de 1981 à 1985. Monsieur Ghislain Lebel, qui doit être parmi nous quelque part, député de Chambly à la Chambre des communes de 1993 à 2004. Et pour terminer, Monsieur Martin Lemay, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques à l'Assemblée nationale de 2006 à 2012. Merci à tous et à toutes. Alors, M. Lemay nous a quittés un peu plus tôt ce soir, mais il nous a quand même fait l'honneur de sa présence. Je tenais à le remercier. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole à l'éditeur de l'État succursale, M. Alain Nicolas Renaud. J'ai été ministre ni député de rien, malheureusement. Mais... Alors, au nom de VLB Éditeur et du groupe Ville-Marie Littérature, je me réjouis de vous voir tous, de vous deviner tous aussi nombreux. Et ici, au lancement du livre de Simon-Pierre, dont j'ai eu en effet le plaisir d'être l'éditeur, plutôt de travailler avec lui sur ce livre magnifique.
Alors pour ceux et celles qui croient en l'État-nation, il n'en manque pas ici, j'en suis certain, l'État succursale, c'est une métaphore inquiétante. Pas seulement parce qu'elle dit bien ce à quoi ressemble de plus en plus l'exercice du pouvoir politique, qui tend à se cantonner dans une gérance placide au service d'un libéralisme économique incontesté, sinon incontestable. En soi, c'est inquiétant. Mais si la métaphore elle-même est inquiétante, c'est surtout parce qu'elle est sur le point de ne plus être une métaphore du tout, mais une description objective du dévoiement actuel de l'État-nation. Alors on peut considérer de plusieurs manières la teneur de ce dévoiement, et Simon-Pierre parle entre autres d'un bréviaire mondialiseur qui dicte leur conduite aux politiques bien avant le souci de représenter la volonté et les intérêts de leurs électeurs. Or, et c'est une parenthèse, là, j'éditorialise un peu, quand les électeurs, on dit aussi le peuple, se sentent ignorés par leurs représentants, on sait très bien qu'il y a un appel d'air qui se forme, qui se crée, qui peut causer d'énormes ennuis à une démocratie. Huge trouble, comme dirait l'autre. Le problème que décrit Simon-Pierre touche évidemment pas seulement le Québec, évidemment. Mais pour des raisons historiques, géographiques, constitutionnelles et autres, il nous touche d'une manière très particulière et c'est tout à l'honneur de Simon-Pierre de s'être attaché à décrire ça finement. À décrire finement ce qu'il appelle, dans son sous-titre, la démission politique du Québec. Le résultat, c'est un livre qui est bouillonnant, qui est touffu, qui est emporté, qui est inquiétant, qui est peut-être même inquiet, oui, mais qui est certainement pas résigné. C'est plutôt un livre impatient. Alors Simon-Pierre, ça a été pour moi une aventure d'édition très stimulante et je suis sûr que ça va être une lecture tout aussi stimulante pour vous tous. Et voilà, il ne me reste plus qu'à laisser la parole à ton directeur de thèse, le professeur Gilles Gagnon. Voilà. Bonjour, je vous remercie. Je remercie Simon-Pierre d'avoir donné ce rôle-là. Je ne parle jamais à plus de 3 personnes sans avoir un papier. Alors, je pensais que c'était une réunion académique. Je vois que je connais mal Simon-Pierre. Il m'a demandé de me présenter en quelques mots le problème général dont le livre traite. Et je crois que c'est très sage de me demander de parler de l'ouvrage plutôt que de présenter l'auteur, vu que j'en aurais été bien incapable. J'ai l'impression que je ne connais pas bien Simon-Pierre, moins bien sans doute que la majorité de ceux qui sont ici. L'auteur de l'ouvrage qu'on lance aujourd'hui est venu nous trouver à Québec, il y a près de 2 ans, je crois, pour me demander de diriger ses études de doctorat. Une aventure qui bat son plein à l'heure qu'il est. Le seul Simon-Pierre dont j'avais entendu parler jusque-là, c'était le personnage de la Bible. Et je ne sais pas s'il y a des relations entre les deux Simon-Pierre ou s'il y a des affinités. Il y a une chose dont je serais prêt à parier, c'est que le Simon-Pierre de la Bible ne devait pas serrer la main de son directeur à toutes les fois qu'il le croisait, 3 fois par semaine s'il le faut, si la circonstance s'y prêtait. Donc, comme je ne connaissais pas bien Simon-Pierre, vous vous doutez que j'ai accepté de diriger ses études sur la seule base de ses écrits. Et c'est donc une bonne idée qu'on me demande de présenter plutôt son livre que l'auteur lui-même. J'ai simplement 3 choses à vous dire sur l'ouvrage pour vous préparer à la lecture. Je préfère ça le plus brièvement possible. La première chose, c'est que nous allons faire ici un ouvrage de vulgarisation scientifique de première force. C'est un essai porté par une sorte de génie de la pertinence pour ce qui est de la manière d'illustrer les thèses qu'il défend. C'est un ouvrage qui a l'art de la formule, déjà le titre en témoigne, et qui sait comment faire voir ce dont il parle, qui sait comment ramener toutes sortes d'études, de recherches, puis d'illustrer fortement qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, un ouvrage de vulgarisation scientifique
comment je pourrais dire, d'une lisibilité étonnante. Deuxièmement, cet ouvrage est une contribution à un vaste domaine, encore à peine exploré, celui de la gouvernance et de la transformation des structures de classe à l'ère de la gouvernance. La gouvernance présente à nous, du point de vue phénoménal, comme un austère effort d'adaptation à une nouvelle nature sauvage qui se serait mise en place autour des corps politiques, une sorte d'environnement économique naturel que nos élus, en fait, construisent à coup de concessions sous prétexte d'en tirer parti. C'est ainsi que la parole politique locale est devenue une sorte de lubrifiant polysaturé, totalement occupé à nous terroriser avec l'évocation répétée des contraintes issues de l'environnement global, une parole politique qui consolide à chaque jour ce qu'elle professe de redouter. C'est ainsi que, du même mouvement, cette parole politique rejette les sujets qu'elle éduque vers leur gêne, vers leur nature profonde, vers leur goût authentique, vers leur choix ontologique inconscient, vers leur soi-même. C'est ainsi qu'un ordre global présumé, fonctionnant selon ses lois naturelles propres, engendre en face de lui un ordre existentiel et subjectif, lui aussi fondé dans une naturalité indépendante, le tout rendant superflu l'entre-deux des médiations collectives et humaines où se joue la liberté et où la liberté pourrait jouer. Car il faut comprendre une chose, il y a toujours une correspondance entre le concept du monde auquel nous appartenons et le concept de ce que nous sommes. Quand la société, dont on dit maintenant qu'elle n'était qu'un artifice historique, produit jadis par des préférences culturelles contingentes ou par des pouvoirs sans raison, quand on dit que cette société se délite progressivement et se moule aux lois, quote unquote, de l'environnement économique global, alors nous nous replions nous-mêmes dans une identité naturelle, profonde, réelle, jalouse, auto-fondée et auto-légitime, aux lois naturelles d'une totalité économique naturelle, fait face forcément le fondement naturel des identités. Et c'est donc pour cela que notre monde est malade d'identité, qu'il est plein de soulèvements identitaires dirigés contre les sociétés. Construisez une totalité unifiée par des mécanismes suprasociaux et vous aurez une poussière de subjectivité monadique, antisociale, qui tenteront de s'en défendre. Troisième chose, l'ouvrage, finalement, a le mérite de ne pas partir d'un concept a priori du système dont l'État succursale serait la succursale. Il montre plutôt, comme on vient de le dire, que les politiciens qui nous bassinent avec l'obligation de nous adapter au système travaillent en fait à son invention et que cet impératif d'adaptation au système est en réalité le nom de sa mise en place. La transformation de l'État en succursale contribue ainsi à définir en même temps la chose dont l'État deviendra la succursale. C'est exactement cela que nous voyons par les temps qui courent avec les subventions à Bombardier. Seules les entreprises vraiment productives, c'est-à-dire celles qui détruisent de l'emploi, préserveront leur part de marché et donc les emplois qui vont avec. Il est donc parfaitement normal que l'État succursale consolide cette contradiction qui rend utile l'État succursale et qu'il donne des subventions qui permettent de couper des emplois afin d'en sauver des emplois. Sans la succursale étatique,
En somme, ce dont l'État est la succursale sombrerait dans le néant, comme en 2008. Nous sommes donc dans ce moment de transition où ce sont les succursales qui tiennent à bout de bras la maison mère, et c'est là peut-être que se trouve une ouverture pour l'action. Mais il est certain que le temps presse. Partout, on ne parle que de compétitivité des États, parce que c'est bel et bien par la mise en compétition des États, dans la danse de leur ouverture au capital, que progresse leur succursalisation. Pour faire machine arrière, il faudra aux États fondés sur la démocratie sociale un programme de coopération réelle et des accords réels de résistance entre les États visant à mettre en lumière et visant à mettre un terme au chantage économique. Mais on peut se demander s'il est bien réaliste d'espérer une telle chose. Bref, je vous recommande la lecture de ce livre, dont l'un des grands mérites, du moins à mon point de vue, c'est que j'en partage bon nombre des idées. Alors, je ne doute pas que ce sera la même chose pour vous. Alors, Simon Pierre va vous parler plus longuement de l'ouvrage sans doute. Merci de cette introduction. On m'a demandé de parler de quelques minutes, pas plus, du personnage. Simon Pierre Savard-Tremblay. La vie est dure pour les sexagénaires comme moi. Ça nous a pris quelques semaines à apprendre à répéter PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon. Hein? Il faut s'habituer à ça. Mais là, il va falloir que vous vous habituiez, parce que là, il y a un nouveau personnage qui s'implante dans le décor québécois, et il s'appelle le SPST, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Alors, c'est comme une illustration de changement, d'une relève qui nous apparaît dans notre décor national et qui est bienvenue, enrichissant. Je dois dire que c'est un geste pour moi un peu égoïste. Quand je me sens un peu seul au niveau de la pensée, puis il y a quelques creux dans la société québécoise, comme le professeur vient de le dire, là, hein? Eh bien, j'appelle Simon Pierre, puis je dis on va aller partager un bon repas qui dure généralement 4 heures. Et quand j'en ressors de ces repas-là, de ces échanges, moi qui pensais lui inculquer quelques idées, comme par exemple, ben, il va falloir que tu y ailles un bon matin, là. Il va falloir que tu y ailles pour la représentation politique. Rassurez-vous, monsieur son directeur de thèse, il me répète inlassablement, d'abord faire et terminer mon doctorat. D'abord finir mon doctorat. C'est tout à son honneur. Quand on m'a demandé, il y a 15 jours, 3 semaines, donc de faire cette brève présentation de Simon Pierre, un intellectuel engagé, pour employer le terme convenu, un peu plus engagé, on travaille toujours ça un peu dans sa tête. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire de ce bel espoir québécois qui a la si grande pensée et qui déploie si bien ses ailes au niveau de sa plume pour nous écrire des choses intelligentes? J'ai eu ma réponse, monsieur l'éditeur. J'ai eu ma réponse il y a une dizaine de jours, parce que je voulais, monsieur le professeur, je voulais lire un peu aussi, moi, cette pensée. Alors, je suis allé dans une librairie, et j'ai dit, bon, Simon-Pierre, Savard-Tremblay, l'État succursale, avez-vous ça? Rassurez-vous, ce n'était pas directement une grande librairie québécoise. Ah ben, elle dit non, je vais appeler au bureau chef. Je vais appeler au bureau chef, quand suite à son vérification sur l'ordinateur, je me doute un peu qu'elle a appelé à Toronto. Ah, vous ne l'avez pas, qu'elle me dit que j'entends au téléphone. Et elle s'excuse en me disant, vous savez, quand ça vient du Québec, ça tarde à venir les voix, les volumes. Ça tarde à nous venir parce que, moi j'ai pensé tout de suite, évidemment, on est dans une économie de succursale, Simon-Pierre. On est dans une économie de succursale. Et si on peut ajouter, oui, je pense que je vais l'ajouter, l'insulte à l'injure, la bonne personne me dit, vous savez, quand ça vient du Québec, ça tarde à venir sur les rayons un peu plus
Puis vous savez, les volumes en langue étrangère, il n'y a pas beaucoup, hein? Alors, tout ça pour dire que ce thème qui a été creusé par Simon Pierre, c'est vraiment le reflet de cette génération de Québécois qui pousse, qui monte, qui se développe. Et là, on sent ça très nettement dans le paysage québécois. Comme je dis souvent, les étudiants qui nous sont professeurs aussi qui sont paresseux, il y en a encore des étudiants paresseux. Vous savez, pour vous exprimer, là, c'est pas compliqué. Un sujet, un verbe, un complément, et si possible, une idée. Simon Pierre, il y en a beaucoup. Simon Pierre. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir en si grand nombre, mais comme le disait Alain Nicolas tout à l'heure, je ne vous vois pas vraiment, mais en tout cas, là c'est mieux. Je vous voyais en si grand nombre tout à l'heure. Je suis vraiment très, très touché. Mes premiers remerciements, donc, iront tout naturellement vers vous, mes amis, mes lecteurs. Applaudissez-vous. Puis en second lieu, je crois qu'il va de soi que je dois remercier les orateurs qui m'ont précédé au micro, d'avoir accepté de dire quelques mots. Rémi, que j'ai connu à la radio, Gilles, qui co-dirige mes études doctorales, Alain Nicolas, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans l'ensemble. Et un merci tout particulier d'ailleurs pour Mathilde, qui a ouvert les prises de parole tout à l'heure et qui a merveilleusement bien organisé cette soirée de lancement. Au tout début, Mathilde vous a donné la liste des élus et anciens élus qui étaient présents. Il y en a un qui devait être présent, mais qui ne l'est pas, pour des raisons évidentes. Et étant donné ce qu'il vit présentement, il s'agit de Pierre-Carl Péladeau. 2016, c'est une année, bien entendu, très difficile pour lui. On lui reprochera évidemment pas d'être là. Et peu importe ce qu'on pense politiquement de lui, parce qu'il y a des gens de toutes les allégeances ici ce soir, peu importe notre tendance politique, il mérite notre total soutien, au moins sur le plan humain. Certains d'entre vous étaient ici ce soir, il y a 2 ans, quand j'ai lancé le souverainisme de province. Ceux qui l'ont lu savent que je m'intéressais alors à notre grand déclin collectif à travers les transformations de la question nationale, donc à travers les grands virages du souverainisme officiel. Dans l'état succursal, je poursuis quand même mes réflexions là-dessus, mais j'ai choisi de placer la loupe ailleurs. J'ai choisi plutôt de mettre la loupe cette fois-ci en me penchant sur les conséquences des différents revers qu'on a vécus dans notre histoire, du Québec moderne. Parce qu'aujourd'hui, l'État perd graduellement de son importance au profit des entreprises transnationales, des instances supranationales et des commissions d'experts de toutes sortes. Les nombreux traités internationaux modifient la souveraineté des pays en diverses manières. Il ne s'agit plus aujourd'hui de simples accords d'ouverture au commerce, parce que les barrières tarifaires sont déjà extrêmement faibles. Aujourd'hui, ce sont des accords qui sont d'abord extrêmement volumineux. Ils font des milliers de pages. Ils visent une transformation en profondeur de la vie interne des États pour tendre vers une uniformisation de leurs lois. Les États aujourd'hui prétendent se placer au service du commerce international et pour ce faire, ils s'adaptent continuellement. Ils s'adaptent continuellement aux besoins des entreprises. Leur fonction, c'est de favoriser la mobilité la plus totale du capital et de montrer que leur territoire, c'est le meilleur endroit pour l'abriter. On le voit avec le plan Nord, qui est un bon exemple. Presque pas de redevances. On rassure les compagnies. Inquiétez-vous pas, vous allez faire du profit. Mais en plus, on vous fournit des infrastructures. Le commerce n'a plus de frontières. Du moins, c'est l'idéal. L'idéal vers lequel nos élites contemporaines tendent. Les États sont contraints de subir l'influence de décideurs qui sont au-dessus de tout contrôle démocratique. Le Québec, lui, est une succursale qui est gérée comme une entreprise de service.
Notre fonction publique, nos sociétés d'État. On se rappelle du scandale de la Caisse de dépôt et placement il y a quelques années. Quand elle s'est prise pour un casino qui jouait sur les marchés financiers. Même nos universités ont été converties à la logique de la concurrence mondiale. Nos élus ne sont plus que des représentants au service à la clientèle. L'État québécois a une très faible influence aujourd'hui. Est un troisième, sinon un quatrième niveau hiérarchique de prise de décision. Bien sûr, la mondialisation, ça vient un peu avec ça. Ça favorise ce type de mise en tutelle des entités démocratiques-là. Mais le contexte particulier du Québec, qui est par définition une province, donc un État incomplet, le force à le vivre avec une intensité toute particulière. Et on peut même dire que le Canada, dans l'histoire, précède la mondialisation parce qu'il s'agit d'un grand ensemble mis sur pied par des élites coloniales avec des objectifs marchands. J'ai cherché dans l'État succursal à comprendre et expliquer le système dans lequel nous vivons présentement. Il y a certains faits, certaines anecdotes qui vont probablement devenir anachroniques. Parce que l'actualité évolue à un rythme rapide. D'ailleurs, je ne sais plus trop si j'ai bien fait d'inclure l'AECG dans le livre. On le saura cette semaine. Mais je crois par contre que le cadre d'analyse va rester malheureusement encore pertinent pour un certain temps. Je dis malheureusement parce que tout l'orgueil, disons, de l'essayiste, qui peut dire fièrement en se bombant le torse, je vous l'avais bien dit, je vous dirais que ça s'estompe très rapidement quand on constate que la situation qui est dénoncée par les essayistes perdure. Je vous propose donc aujourd'hui cette modeste contribution, j'espère que vous l'apprécierez, en espérant qu'elle soit périmée le plus rapidement possible. Pour moi, c'est pas négatif de dire ça. D'ailleurs, M. Duceppe est là ce soir. Du temps où j'ai été militant au Bloc, je disais toujours, mon objectif sur le Bloc, c'est de le faire disparaître le plus vite possible. Donc pour moi, je souhaite que ça contribue à une prise de conscience pour accélérer les choses. Je l'espère du moins. Parce qu'il y a de l'espoir. On a juste à regarder la formidable leçon que le peuple wallon vient de servir à la fois à l'Union européenne et au Canada. Vous n'êtes pas intéressé à répondre à nos demandes, vos pressions, ça ne nous impressionne pas, on n'embarque pas là-dedans. Ça demande beaucoup de courage. Je vous invite, j'en ai pas avec moi, mais à lever votre verre au wallon. Wallon! Je vais bien avoir de la bière belge à vous servir pour l'occasion, mais on va se contenter du vin. Les Wallons nous montrent donc qu'un peuple, aussi peu nombreux soit-il, peut changer l'histoire s'il a la volonté de le faire. Mais aussi, avant tout, s'il se donne les moyens de le faire. Donc, je conclurai avant de retourner lentement mais sûrement, parce que je sais qu'on a interrompu la période de signature. On est bien désolé, il fallait prendre parole, mais j'y retourne incessamment pour que vous puissiez acheter vos cadeaux de Noël à l'avance. Je conclurai donc en vous disant, à la lumière de tous ces exemples-là, que le Québec n'est pas à bout de ses contributions potentielles à l'humanité. Je vous remercie. Ouais!